Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belwocan 21 TV. C'est la rentrée pour Belwocan 21 TV. Nous étions absents. Vous pourrez constater, le consultant maison, M. Etoga, a passé des diplômes supplémentaires. Il a eu son deuxième master en communication. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. C'est tout un plaisir que de revenir sur ce magnifique plateau pour, n'est-ce pas, édifier l'ensemble des téléspectateurs qui sont accrochés à cette chaîne montante. Et c'est pour moi, c'est le lieu de vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez à vous assister tout au long de l'ensemble des émissions que nous avons déjà eu à produire. Merci. Au sommet de cette émission, l'implication des élections américaines sur la scène internationale. L'objectif principal, explorer les implications des élections présidentielles américaines sur la scène internationale en mettant l'accent particulier sur la relation États-Unis-Afrique. Les élections présidentielles aux États-Unis, vous le savez bien, sont des événements d'une importance capitale à l'échelle mondiale. Les résultats influencent non seulement la politique intérieure américaine, mais aussi la géopolitique mondiale, y compris les relations avec l'Afrique. Monsieur Etoga, comment percevez-vous l'importance des élections américaines sur la scène internationale et en particulier pour l'Afrique? Je dirais tout simplement que la perception que moi, l'Africain lambda, j'ai des élections américaines et le rapport que cela pourrait avoir sur le continent africain est, de mon point de vue, important. Les élections américaines ont une importance sur la scène internationale, comme vous avez eu à le dire. Mais maintenant, il n'y a qu'à regarder, n'est-ce pas, l'ensemble des chaînes qui s'intéressent à la question politique élective au niveau des États-Unis. On ne peut prendre pour référence que le récent débat entre Kamala Harris et le président Donald Trump. Au-delà de ça, moi, simple citoyen africain lambda qui observe la scène politique nationale et internationale des États-Unis, je ne peux que dire que regardez la manière avec laquelle les élections ou alors le climat démocratique se passe au niveau des États-Unis est interpellant. Pour l'Africain que je suis, nous ne connaissons pas forcément ce climat sur le continent africain, en l'occurrence au Cameroun. Et donc le débat télévisé, c'est nouveau, ça n'existe même pas sur ce pays que j'ai cité précédemment. Vous avez le combat qui n'est pas intuitif personnel, qui, de mon point de vue, est axé plus en profondeur dans l'éclairage des projets politiques. Et donc, sur le continent africain, la perception que j'ai, c'est qu'on doit apprendre. On doit apprendre de ce qui se passe là-bas. Et il n'est pas tard, il n'est pas mauvais de copier ce qui se fait de bon au niveau international. Et en cela, les États-Unis nous apportent une leçon ou alors nous aident à comprendre comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette méthode, cette manière qu'eux, ils ont déjà l'habitude de faire, et à nous, maintenant, de l'adopter ou alors de l'améliorer, si on trouve qu'il y a des petites choses à corriger. Et donc, je pense que la perception que j'ai, c'est que nous devons, nous, Africains, travailler à ce que notre démocratie s'approche de celle américaine. Tout à fait. Quel est, selon vous, l'intérêt de l'Afrique dans ces élections? L'intérêt de l'Afrique dans cette élection est dual. De mon point de vue. La première option, j'ai envie de dire, serait de soit l'Africain décide de s'émanciper complètement, soit il reste cet Africain subjugué, cet Africain dominé, cet Africain remorqué, cet Africain toujours assisté, cet Africain qui vit dans l'assistanat perpétuel.
Et donc, il faille ici, de mon point de vue, au regard des élections américaines, faire un choix. Le choix ne peut qu'être réalisé, de mon point de vue, au regard de nos décideurs politiques. Est-ce que nos décideurs politiques ont la carrure, ont la trempe, ont la finesse? Parce qu'il faut convoquer, c'est la finesse, parce que vous savez bien que votre rapport avec les États-Unis, la force armée n'est pas loin. Bon, pour flanquer un coup d'État à tout va. Et donc ici, il faut convoquer la finesse, comme je disais. Est-ce qu'ils auront la finesse de nous départir de cet embrigadement perpétuel dans lequel les États-Unis ont cru bon de nous empêtrer? Et donc, ce choix mis à jour, ce choix exposé, soit nous, Africains, choisissons la totale indépendance, l'émancipation, soit nous restons des subjugués éternels, et donc les élections au niveau des États-Unis auront, à ce moment-là, un poids néfaste sur l'avancement ou alors l'émancipation, ne fût-ce qu'individuelle de l'Africain, parce qu'il devrait toujours s'identifier à l'Américain qui a produit quoi que ce soit. Or, l'émancipation pourrait nous aider au regard des positions que prennent aujourd'hui des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, aide, n'est-ce pas, le citoyen lambda à tutoyer le citoyen américain dans la mesure où il y a égale puissance, égale souveraineté. Et ce que nous présentent aujourd'hui les États-Unis, c'est que le rapport entre l'Amérique et l'Afrique n'est aucunement égalitaire. C'est une relation de subjugué et de dominant. Les États-Unis dominent l'Afrique, on peut le dire de façon généralisée ainsi. Et donc, c'est à l'Africain de savoir est-ce qu'il souhaite être indépendant, est-ce qu'il souhaite continuer à être sous la coupole des États-Unis et en extrapolation de la communauté internationale. Quels sont, selon vous, les principaux points de divergence entre la politique étrangère de Donald Trump et celle de Kamala Harris? Je crois que la divergence est dans la posture des personnages. La posture des personnages. Le président Donald Trump, on peut, à l'analyse, après analyse, on peut le qualifier de franc-parleur avec l'antériorité de sa personne qui porte à croire qu'il est toujours dans le business, même quand il fait la politique. Et donc, vous voyez ici que son discours est toujours dans la recherche de l'intérêt, dans la recherche du profit, dans la recherche de satisfaire aux besoins de son capital pour mieux servir la population qu'il sert, qui va l'aider à construire une nation qui se veut forte et pérenne. Et donc ici, un chef capitaliste, il pense que les États-Unis ont droit sur tout et doivent décider sur tout. C'est pourquoi il s'invite dans la relation que la Chine et la Russie entretiennent. Il s'invite dans la relation que la Chine et Taïwan essayent d'entretenir. Il s'invite même au point où il décide que Taïwan n'est pas un territoire chinois. Parce qu'il développe ce qu'il a appelé le protectionnisme. Le protectionnisme où les marchandises américaines doivent primer sur les marchandises chinoises. Et donc ici, c'est sa posture qui est un élément important quand on veut faire une comparaison de ces deux candidats-là au niveau international. Si on revient à présent à Kamala Harris, on va dire que la douceur qui accompagne la féminité, on va dire qu'elle porte cela à merveille. Quand vous voyez son récent voyage qu'elle a eu sur le continent africain, le rapprochement qu'elle a essayé de nouer au regard des précédents que l'Afrique avait eu avec les Amériques sous le leadership du président Donald Trump, il n'y avait eu aucun rapport. On voit bien qu'ici, Kamala Harris a essayé
de nouer ces liens jadis coupés par le président Donald Trump avec son voyage en 2023. Et donc, elle a fait des promesses et le combat majeur sur lequel elle a accentué son propos, c'est l'émancipation de la femme africaine. Elle essaye de vouloir investir des colossales sommes d'argent sur cette thématique ô combien importante qui, de mon point de vue, a le mérite d'être soulevée par ce leader politique de sa trempe. Et donc, les deux protagonistes qui aspirent à devenir président de la superpuissance américaine ont, certes, des divergences, mais tous convergent vers un idéal commun, c'est-à-dire la préservation. Quand je dis idéal commun, j'entends ici au niveau de la politique étrangère américaine, j'entends ici la protection des intérêts américains partout sur la scène internationale. Et donc, que ce soit de la méthode fine, que ce soit de la méthode douce, que ce soit du franc-parler de Donald Trump, tous convergent vers cet idéal-là. Mais maintenant, la réceptivité de cette méthode-là, c'est ce qui est intéressant ici. Comment est-ce que les Africains, les dirigeants africains vont, une fois de plus, recevoir un discours franc, un discours de vérité du président Donald Trump qui nie l'existence de l'Afrique. Il voit l'Afrique sans les Africains. Et donc, comment est-ce que nous allons percevoir ce message-là, nous, Africains déjà, et nous, nos dirigeants percevront ce message-là? Comment est-ce qu'ils travailleront? On peut bien dire que ça sera dans un climat de froideur. Et donc, mais est-ce que ce climat de froideur-là n'est pas bénéfique pour l'émancipation totale de l'Africain? Parce que quand j'établissais ici les deux postures que ces élections donnent à l'Afrique, je parlais ici d'émancipation totale ou de subjugué éternel. Est-ce que la posture de vérité du président Donald Trump ne donne pas cette capacité, cette velléité à l'Africain de s'émanciper totalement et de prendre la pleine conscience de son existence sur la scène internationale, que d'avoir la méthode douce, la féminité à son chevet pour, n'est-ce pas, adoucir nos mœurs quand on veut bien aller au combat? On voit bien ici que cette féminité-là va nous amener dans les abysses et on ne saura plus se lever pour, n'est-ce pas, combattre pour notre vérité éternelle, pour notre émancipation totale. En quoi l'élection de l'un ou de l'autre de ces candidats pourrait-elle changer la donne pour l'Afrique? Comme je disais précédemment, ce n'est pas l'élection de Kamala Harris ou de Donald Trump qui doit avoir la primeur pour changer quoi que ce soit sur le continent africain. C'est nous, la posture que nous avons au regard de ces élections-là. Qu'est-ce que nous allons proposer au regard de soit est-ce que Donald Trump est voté, soit Kamala Harris? Qu'est-ce que nous allons mettre sur la table pour construire une relation qui, de mon point de vue, doit se baser sur du donnant-donnant. Si on reste dans la posture que nous avons aujourd'hui à dire que les élections américaines ont la primeur sur le continent africain, je pense que nous n'allons que recevoir des noms. On va rester dans cette posture d'éternel assisté, d'éternel subjugué, de celui qui n'existe même pas si on prend, n'est-ce pas, le prisme développé par le président Donald Trump. Et donc, c'est à nous, nos dirigeants, comment est-ce qu'ils perçoivent les élections américaines et comment est-ce qu'ils essayent d'éduquer la masse pour comprendre que les deux tableaux faits dans ton émission montrent que soit ils décident d'émanciper leur peuple, soit ils décident de les amener à l'abattoir. Politique étrangère de Donald Trump. Bilan des relations États-Unis-Afrique sous l'administration Trump. Comment décrivez-vous la politique de Donald Trump envers l'Afrique au cours de son mandat précédent? Je crois que j'ai essayé de développer déjà un pan de réponse à cette question dans ma précédente intervention. Et je vais juste rester laconique ici pour dire que cette posture est, de mon point de vue, positif. De mon point de vue positif, dans la mesure où il permet à l'Africain de se regarder en face et
de se dire que comment est-ce que je peux continuer à être insulté de la sorte en ce siècle? Et donc, on se regarde, on se dit les vérités, comme le président Donald Trump a essayé de le dire, l'Afrique sans les Africains, c'est ce qui l'intéresse. Est-ce que nous allons laisser cela faire? Nous, Africains qui aspirons à exister, nous, Africains qui ne désirons pas exister, nous, Africains qui existons, si on veut faire de la philosophie politique, nous, Africains qui savons que nous avons existé, nous, Africains qui ne nions pas l'existence que nous avons eue sur la scène internationale. Et donc, ces acquis-là, comment est-ce qu'un président, le 45e président des États-Unis arrive à le nier? Peut-être il prend le chemin tracé par Nicolas Sarkozy, qui au pupitre de l'Union africaine, je pense, disait que l'Afrique n'est pas fondamentalement entrée dans l'histoire. Et donc vous voyez ici que ce soit du point de vue américain, français, de la communauté internationale, le discours est le même, l'inexistence de l'Afrique. Mais comment continuer à avoir une posture non combattante, une posture qui tend à écouter simplement ces discours-là sans toutefois réagir dans ce siècle où il faut s'affirmer, il faut avoir une posture affirmative de sa personnalité, affirmative de sa personne, affirmative de son identité. Et donc, si le président Donald Trump tient ce discours-là, ce n'est que amélioratif pour nous Africains, qui essayons de cultiver la masse, d'apporter une éducation telle que Gramsci le développait déjà dans sa théorie, qui essayait de sa théorie pour la révolution, l'avènement d'une nouvelle république. Gramsci disait, je pense que l'éducation est le socle de tout. Il faut éduquer la masse pour arriver à une culture politique à même de porter le combat nécessaire pour l'émancipation totale. Et donc, ici, vous voyez que le discours ou alors la posture de Donald Trump au regard, le regard qu'il porte tout simplement sur l'Afrique ne peut qu'être bénéfique pour moi parce qu'il aide le combat de l'émancipation totale de l'Afrique. À contrario de celui que tient Kamala Harris, qui est dans la finesse, qui est dans la douceur, qui adoucit les mœurs. Si on parle un peu de littérature, on va dire que sa posture adoucit les mœurs. Mais je crois que non, ce n'est pas ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de quelqu'un qui tire à boulet rouge sur nos tares pour nous réveiller un peu plus. Quelles ont été les initiatives clés de Donald Trump en Afrique et comment ont-elles été perçues par les pays africains? Selon vous, quels ont été l'impact positif et négatif de sa politique sur le continent? L'impact, si je prends la posture occidentale, je pense que l'impact positif ou négatif, je prendrai d'abord l'aspect négatif. Vous voyez ce que le discours trumpiste est stigmatisé. Le discours, la trumpinisation, elle est stigmatisée au niveau occidental dans la mesure où il n'a pas la culture démocratique comme on a essayé de mouler le citoyen occidental avec. Et donc, la posture de Donald Trump qui vient avec un autre idéal démocratique montre qu'il y a des insuffisances dans le dressage, parce qu'on est dans ce que c'est Chomsky qui nous parlait de l'homme en cage. Moi, je fais un peu un parallèle en parlant du dressage. On a dressé les citoyens occidentaux à une typologie de démocratie au point où celui qui essaye de s'écarter, d'avoir un discours non pas vulgaire, comme on essaye de taguer le discours trumpiste, il s'écarte de l'idéal démocratique occidental. Mais si ce discours qu'il tient est empreint de combat, c'est un discours de combattant, parce que comme lui-même il le dit, il est en guerre contre l'establishment américain et il a pas adoubé, mais il y a l'existence d'un projet, le projet 2025, qui essaye de remettre en question l'existence de l'establishment américain et de le manager, de le casser, de sortir les Amériques dans cet enfermement d'une poignée de personnes qui le gouvernent.
Et donc, ce projet 2025 porte sur quoi? La refonte de l'administration américaine, à savoir qu'ils ne seront... Ça veut dire quoi? Si Donald Trump est élu aujourd'hui, il y a déjà 20 000 ou 20 millions de citoyens américains qui ont été formés et qui ont une appartenance à son idéologie, qui vont intégrer l'administration pour qu'il l'aide, n'est-ce pas, à mettre en place le programme politique pour lequel on l'a voté. Au-delà de ça, les analyses, les critiques de ce projet 2025-là montrent que bon, je dois d'abord dire ici que le président Donald Trump a démenti qu'il a une quelconque affinité avec ce projet-là. Mais il a été en amitié, on va le dire ainsi, avec le think tank qui a commis ce projet 2025-là. Et donc, ça démontre ici une quelconque affinité avec les idées qui sont développées dans le projet. Et donc, les critiques qui crient à l'autoritarisme trumpiste, à savoir que s'il amène dans un gouvernement les personnes, les béni-oui à sa politique, il n'y a plus de démocratie. Nous sommes dans un régime autoritaire. Et donc, vous voyez qu'au niveau national déjà, l'élection de Donald Trump a un point négatif ou positif, ça dépend de la posture de tout un chacun. Et maintenant, rendu au niveau de l'Afrique, est-ce que ce n'est pas bénéfique pour moi que Donald Trump entre en combat avec l'establishment américain, dans ceux qui gèrent le Wall Street Center, ceux qui gèrent la finance, ceux qui gèrent le dollar? Est-ce que ce n'est pas bénéfique pour moi? Ceux qui ont un mot à dire dans l'existence du franc CFA, est-ce que ce n'est pas bénéfique pour moi si le président Donald Trump entre en conflit avec eux? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, c'est la simple logique. Or, Kamala Harris, qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle nous propose la continuité, elle nous propose la négation même de nos combats idéologiques. Mais on y reviendra. Donald Trump n'a pas été en Afrique. Et les initiatives clés qu'il a posées pour le continent africain, elles sont lesquelles? Sur le plan sécuritaire, Donald Trump a quand même déployé des sommes d'argent pour soutenir les armées africaines à combattre le terrorisme. C'est pourquoi je dis que la politique étrangère américaine est dans une continuité, quel que soit le leader politique qui est à sa tête. C'est dans une continuité. Bien sûr, le président Donald Trump n'a pas engagé les troupes sur le territoire. Il a plutôt privilégié l'assistance en matériel, l'assistance en moyens financiers. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que, de ce que je sais, c'est le seul pan pour lequel le président Donald Trump a essayé d'aider l'Afrique. Au-delà de ça, le Covid, il a aussi essayé d'apporter une assistance à ce moment-là. Les perspectives en cas de réélection de Donald Trump, si Trump est réélu, quelles seraient, selon vous, les priorités de son administration en matière de politique étrangère, notamment envers l'Afrique? Quels pourraient être les défis ou opportunités pour l'Afrique sous le second mandat de Trump? L'Afrique, est-ce que l'Afrique doit avoir des opportunités si Donald Trump est élu? Je pense que c'est Donald Trump qui, au regard de l'Afrique, définit s'il a des opportunités en Afrique. Selon la posture de l'homme, selon la posture de l'homme, il définit s'il a des opportunités en Afrique. Est-ce qu'il va s'investir plus en Afrique? Est-ce qu'il trouve un intérêt à s'investir en Afrique? Et de ce point de vue-là, les relations entre les dirigeants africains et la logique pensante de Donald Trump créerait soit la froideur, soit les relations amicales, les relations chaleureuses pour la construction d'une diplomatie gagnant-gagnant pour tous. Mais selon la posture de l'homme, lui, les grands combats qu'il met en avant, c'est la Chine, la Russie, l'Ukraine, Israël, Palestine. À aucun moment, il ne parle de l'Afrique. La Corée du Nord, à aucun moment, il ne parle de l'Afrique. Et donc, c'est dire que c'est à l'Africain de savoir que si le président Donald Trump revient aux affaires, il devra batailler dur pour faire passer son agenda.
dans son administration, qui, au préalable, est sous analyse, selon le projet 2025 que j'ai essayé de mettre en avant ici. Comment décrivez-vous l'approche de Kamala Harris en matière de politique étrangère et particulièrement envers l'Afrique? Ben, elle a une posture, je pense que c'est la continuité de son genre. J'ai envie de dire, c'est pas pour être misogyne ici, mais c'est la continuité de son genre qui lui confère cette posture de douceur, cette posture qui est empreinte d'accompagner, n'est-ce pas, les enfants à grandir, d'accompagner, de bien élever, de bien élever les tout petits, d'être là au moment où il faut. Et donc, elle a cette posture-là, et c'est cette posture d'assistanat que nous avons toujours eu l'habitude d'avoir. Et donc, elle est dans cette continuité-là. Si vous vous souvenez de Condoleezza Rice, elle avait naturellement cette posture-là, son rapprochement pour l'Afrique. Avec une main ferme. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que la main était ferme. Kamala Harris ici vient à une période où les États-Unis avaient créé de facto une rupture de relations internationales avec l'Afrique. À savoir que le président Donald Trump, dans son magistère, n'avait aucunement eu l'intention de traiter avec l'Afrique. Ces questions, c'était la Corée du Nord, la Chine, le protectionnisme américain. Make America Great Again. Mais comment est-ce qu'il mettrait l'America Great Again s'il considère que l'Afrique est inexistante, il ne va aucunement mener des conquêtes sur le territoire africain. Il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi l'Afrique n'était pas encore développée avec tout ce que l'Afrique possédait comme richesse, et je pense qu'il veut faire comprendre aux Africains qu'il n'a pas le temps à perdre. Tout à fait, il n'a pas le temps à perdre avec ceux qui n'ont pas compris qu'ils ont des richesses. Lui, c'est un businessman. S'il a de la richesse, il a de la puissance. Et donc, s'il a de la puissance, il fait valoir sa puissance partout où il estime que cela est nécessaire. Donc, ces combats ne sont pas d'arrière-garde. Il lutte déjà contre l'establishment américain qui traite des marchés, qui appauvrit selon lui le citoyen américain, que lui, il aimerait, n'est-ce pas, garantir le plein épanouissement. Et donc, Kamala Harris, son rapport avec l'Afrique, son voyage en 2023 au Ghana, a montré qu'elle est dans cet assistanat que nous ne voulons plus sur le continent africain. Elle a émis le vœu de faire des dons, de soutenir avec une acuité importante le combat sur l'émancipation, la thématique sur l'émancipation de la femme. Et donc, au-delà de ça, le développement des infrastructures, le développement sur le plan sécuritaire. Et donc, elle a essayé de raffermir les relations jadis déliées, jadis, j'ai envie de dire, coupées entre l'Afrique et les États-Unis par sa posture de mère douce. En tant que vice-présidente et potentiellement présidente, quelles sont ces déclarations ou actions passées qui pourraient indiquer sa future politique envers l'Afrique? Ben, son passé, je pense qu'elle a été sénatrice, elle est juriste et elle a mené des combats pour l'émancipation de la femme. Et donc, de mémoire, je n'ai pas forcément ces déclarations, mais je sais qu'elle a mené des combats pour l'émancipation de la femme américaine et globalement sur l'émancipation de la femme sur la scène internationale. Elle défend l'avortement. Elle est pour l'avortement. Je pense au récent débat qu'elle a eu avec le président Donald Trump. Elle le lui a rappelé, mais sauf que sa posture aussi a évolué. Il fut un temps, elle n'était pas pour cette cause-là. Et il y a des vidéos aujourd'hui qui sont d'ailleurs pour montrer que sa posture sur cette thématique-là. Est-ce que Kamala Harris, selon sa posture, ne va pas
endormir l'Afrique si elle devient présidente des États-Unis? C'est ce que je disais dans mes précédentes réponses. Elle est dans une posture d'endormissement de son adversaire. Elle est dans une posture où elle te pille sans te faire savoir qu'elle est en train de te piller. Et donc, c'est à nous, une fois de plus, d'être réveillés. Et au regard des émissions comme celle que vous êtes en train de produire aujourd'hui, cela aiderait naturellement le citoyen lambda à comprendre que la méthode de Kamala Harris est une méthode d'endormissement pour mieux piller le sous-sol du continent africain. Comment pensez-vous que la relation États-Unis-Afrique évoluerait sous une administration Harris par rapport à celle de Trump? Je crois que la politique étrangère serait axée sur la consolidation de l'unité de la communauté internationale, sur l'ensemble des questions qui divisent aujourd'hui la scène internationale. Nous avons la question au niveau de l'Ukraine, nous avons la question de Taïwan, nous avons le Japon, nous avons Hong Kong, nous avons tout ce que vous pouvez penser sur la scène internationale qui divise la communauté internationale. Et donc, la souveraineté des nations est questionnée ici. Et quelle est la posture de Kamala Harris par rapport à cette question ô combien importante pour l'existence des nations, pour l'existence de l'État? Est-ce que la primauté de la communauté internationale que nous connaissons sous l'ère de l'unipolarité du monde devrait continuer avec son élection? C'est là toute la question. Mais de mon point de vue, je pense que Kamala Harris, son élection, ne va aucunement changer la posture du président Poutine qui a déjà fait savoir que si les États-Unis ou la communauté internationale essayeraient de continuer d'envoyer des armes pour que de l'emporter, ou j'ai oublié le terme qu'il a utilisé, pour continuer d'attaquer la Russie, il serait en guerre avec l'OTAN. Et donc, vous voyez, c'est que l'OTAN est attaqué au moment des élections du 4 novembre qui est tout proche. Kamala Harris, de Donald Trump auront cette patate chaude sous la main? Est-ce que l'Afrique compte encore à ce moment-là? Vous avez la bagarre des puissances. Et donc, le regard de l'Afrique est relégué aux calanques grecques. Et donc, Kamala Harris, votée, ne va que travailler à consolider les pays, les nations constitutives de la communauté internationale pour parler d'une même voix sur des questions majeures qui chamboule, n'est-ce pas, la scène géopolitique internationale. Les perspectives pour l'Afrique, comment pensez-vous que les relations États-Unis-Afrique évolueraient sous une administration Harris par rapport à celle de Trump? Je crois que l'administration, on aura beaucoup d'aide sous l'ère Kamala Harris. On pourrait avoir beaucoup d'aide, mais sauf que le président Thomas Sankara nous disait déjà tout le mal qu'on peut penser de la dette. On a essayé de développer le concept pour l'estampiller aide aujourd'hui. Le travail de Lisbonne a aidé à affiner, n'est-ce pas, le discours qu'on pourrait porter sur l'Afrique en termes d'aide, de dette et de sous-développer, de développer. Tout ce travail qu'on a fait à Lisbonne a permis d'enfermer les Africains dans une logique de pensée. Et donc, vous voyez ici que son administration va apporter certainement des aides. Mais comment est-ce que nous allons rembourser ces aides-là? C'est là qu'est toute la question. Est-ce que nous allons accepter de souffrir pour être indépendants, comme le Burkina Faso essaye aujourd'hui de le faire, comme le Mali essaye de le faire, comme le Niger essaye de faire, ou alors nous allons continuer à accepter des aides empoisonnées? Vous vous souvenez de cet ambassadeur Ballerin qui, au Cameroun, essayait d'apporter l'assistance américaine pour combattre contre le terrorisme. Sauf que, à ce moment-là, je pense 2016, 2017, 2018, pour être un peu plus précis dans l'intervalle, ils nous avaient octroyé, les États-Unis nous avaient octroyé des SECNA, 2 SECNA, les appareils d'observation. Mais en les octroyant, il nous fait savoir que ça ne doit aucunement survoler le sol
l'espace aérien du Nozo, du nord-ouest et sud-ouest camerounais, qui est en prise aux attaques terroristes des soi-disant ambazoniens. Donc vous voyez ici que l'aide est conditionnée. Et ce sera la continuité. Et c'était un démocrate qui était là. Je crois que c'était sous l'ère Barack Obama, c'était Kamala Harris, démocrate. Vous voyez, c'est dans la continuité de ces relations-là. Donc, allons nous continuer dans cet endormissement voulu et su de certains Africains, ou alors nous allons tous et toutes rechercher l'émancipation totale. Les attentes de l'Afrique vis-à-vis des États-Unis, quels sont selon vous les principaux enjeux africains que la prochaine administration américaine devrait aborder, qui nécessitent une attention particulière de la part des États-Unis dans les domaines comme l'économie, la sécurité, le changement climatique et la santé? Déjà, je rebondirai sur la question du changement climatique. Le changement climatique a connu une évolution majeure sur la scène internationale avec la posture du président Donald Trump, à savoir que la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, j'ai oublié comment on appelle, la COP 2021 de Paris, je pense, la sortie des États-Unis de cet accord-là montre qu'il y a un grand rififi dans le combat de la préservation de la planète au niveau de la lutte contre le changement climatique. Et donc, l'administration de Biden aujourd'hui a essayé de travailler pour la réinsertion des États-Unis dans cette lutte-là. Pourquoi? Pour, n'est-ce pas, consolider le leadership américain sur cette question d'importance majeure pour les générations à venir, pour les années à venir. Et donc, vous voyez ici que le combat n'est pas forcément pour la préservation de la vie sur Terre ou quoi que ce soit, mais c'est toujours la préservation des intérêts américains qui priment sur les questions internationales ou les questions géopolitiques qui doivent gouverner l'émancipation des citoyens dans le monde. Et parlant de la relation avec l'Afrique, ce n'est pas pour dire que la question du changement climatique n'intéresse pas l'Afrique, mais la question majeure sur laquelle on a cantonné la réflexion africaine, c'est la sécurité. Vous savez que sur tout l'étendue territoriale africaine, nous sommes en prise à des conflits, à des guerres. Vous avez Balaka, anti-Balaka, vous avez au Nigeria le Boko Haram, vous allez en Éthiopie la tentative de sécession, vous avez au Ghana toujours tentative de sécession, vous avez au Mali, vous allez en Algérie, et j'en passe. Donc l'Afrique est gangrénée par des crises. Vous avez aujourd'hui la communauté internationale qui soutient pas la Russie, qui soutient l'Ukraine, a entraîné des milices à déstabiliser les États qui sont en amitié avec la Russie. Et donc, vous voyez que cette continuité, est-ce que ça va continuer à avoir l'assentiment des États-Unis qui n'ont dit mot quand cette boutade internationale a éclaté? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'ils vont continuer à soutenir cette politique ukrainienne qui tend à vouloir déstabiliser l'Afrique sur le continent africain avec des espions russes, des espions ukrainiens? Et donc, vous voyez que la lutte sur la question sécuritaire sera, que ce soit l'administration Trump, que ce soit l'administration Harris, la question sécuritaire sera d'une importance capitale et va concentrer, n'est-ce pas, la réflexion pour soit subjuguer une fois de plus l'Africain à la question de savoir, vous nous soutenez à détruire les velléités offensives russes en territoire ukrainien, on vous apporte ci. Ça sera plus du concret maintenant, ça ne sera plus du blabla que nous avons obtenu par le passé, ça sera du concret. Soit vous ne nous accompagnez pas dans ce combat-là et vous obtenez ceci, soit disant que la Russie ne pourra aucunement vous défendre. Il y a des alliances, il y a un bloc
Russie, Iran, Chine. Mais il faut encore que ce bloc accepte de venir soutenir l'Afrique. Je crois que ce bloc-là, s'ils n'ont pas les intérêts sur le continent africain, pourquoi ils viendraient? Et donc, tout ça, c'est l'Africain qui doit savoir que je dois construire des relations pour lesquelles je pourrais compter à l'avenir. C'est un peu ce que le président camerounais a essayé de faire, diversification des partenariats, ce qui essaye de garantir une certaine stabilité et une forte capacité de négociation au niveau international. Scénario potentiel, en fonction des différents scénarios électoraux, comment l'Afrique pourrait-elle se préparer au changement potentiel dans la politique étrangère américaine? Quelle stratégie les pays africains pourraient-ils adopter pour maximiser leur avantage dans les relations avec les États-Unis sur l'une ou l'autre administration? Déjà, votre question a une emprise sur un élément important que les États-Unis ou la communauté internationale a droit de regard, c'est la question des droits de l'homme. Et les droits de l'homme définissent le type, la typologie de nos États. Sommes-nous des États démocratiques? Et dans un État démocratique, il y a le respect des droits de l'homme. Et si nous aspirons à dealer ou alors à dialoguer avec les États-Unis, cette question reviendra toujours sur la table. Vous avez souvenance que le président Donald Trump ou la communauté internationale et les chercheurs occidentaux ont toujours cette manie de dire que la Chine n'est pas un État démocratique parce que la question des droits de l'homme n'est pas complètement réglée à ce niveau-là. Et donc, sur le continent africain, si nous devons dialoguer avec les Amériques, cette question sera toujours sur la table et sera un élément important sur lequel les États-Unis vont s'appuyer pour décider de l'avenir de nos nations, décider de l'aide à apporter ou alors un combat à soutenir sur la scène africaine. Si je prends le cas du Cameroun, vous avez le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun qui, de leur point de vue, doit être résolu selon une table de négociation dont je ne sais qui se tiendra où, qui est parti, ce discours un peu bizarre qui est soutenu par certains Camerounais d'ailleurs. Et donc vous voyez que c'est la question des droits de l'homme qui vont se porter. On n'a plus la souveraineté des États, l'État n'est plus un et indivisible, la divisibilité des États devient possible par la manipulation de la question des droits de l'homme. Parce que vous ne pouvez pas avoir un État et vous-même vous tuez vos citoyens. Il y a cette manipulation-là qui est intéressante, mais sauf que la souveraineté est ce qui garantit l'existence de l'État. Et quand il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus d'État, de mon point de vue. À ce moment-là, la question des droits de l'homme devient secondaire quand on parle de l'existence de l'État. Parce que s'il n'y a pas État, il y a État des natures. Et dans l'État des natures, je pense qu'on ne peut aucunement parler de sauvegarde des droits de l'homme. Et donc, dans ce débat d'idées-là, vous allez avoir les États-Unis qui vont naturellement avoir un droit de regard sur cette question-là pour continuer à éduquer nos nations. Quand bien même nous sommes tous aller à l'école pour essayer de comprendre. Quelle stratégie les pays africains pourraient-ils adopter? Mais la stratégie, elle est simple. Elle est, de mon point de vue, l'acceptation de l'organisation des élections libres et transparentes, la révision pour ceux qui aiment bien cette méthode-là, la révision consensuelle du code électoral et tout ce qui va avec. Mais cette révision-là ne doit pas se faire, de mon point de vue, dans un climat de défiance de l'État, de défiance de l'autorité étatique de celui qui gouverne. Parce que celui qui gouverne, à l'heure actuelle, n'a pas besoin. Il l'exerce pour conserver le pouvoir. Et la manipulation des instruments
qui l'aide à la conservation du pouvoir est possible dans la mesure où c'est lui qui a les rênes, les arcanes, le mystère de la chose qu'il gère. Et donc, c'est aux opposants de savoir comment est-ce qu'ils peuvent mobiliser les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales, à les mobiliser pour construire une masse critique telle que Gramsci appelait éduquer la masse à ce qu'elle soutienne, n'est-ce pas, le combat que vous portez, et vous la transformerez en une population éduquée qui aiderait à faire jaillir, n'est-ce pas, cette émancipation totale que vous recherchez, que nous recherchons tous. Et donc, les opposants doivent travailler à éduquer simplement la masse au processus électoral, au mécanisme de vote, à aller voter, à contrôler le vote. Et à ce moment-là, je ne pense pas que comme les élections au Cameroun sont encore rudimentaires où il faille faire des décomptes manuels, c'est-à-dire si vous avez dans un bureau de vote 10 000 votants, il faudra soulever 10 000 votes. Je me demande comment celui qui doit lever 10 000 votes fera. Parce qu'on est là, on contrôle, on va contrôler. Et donc la pénibilité de cette activité-là va lui-même le pousser à réfléchir comment ne plus subir cela à la prochaine élection. Et il va travailler à ce que son travail ne soit plus pénible. Parce que l'homme n'aspire pas à avoir un travail pénible. La pénibilité du travail, c'est ce que nous cherchons à éviter tous. Et donc la stratégie, elle est simple. S'inscrire sur les listes électorales, aller voter le candidat de votre choix et suivez votre vote. Pour terminer, quels sont les principaux points à retenir concernant l'impact des élections américaines sur l'Afrique? L'impact des élections américaines sur l'Afrique est toujours en donneuse de leçons. On va toujours prendre cet exemple-là pour dire, regardez comment on a organisé les élections au niveau des États-Unis. C'est à 2 tours, il y a eu des débats. J'ai lu un de vos confrères, si c'est Ngacha ou Ngachou, un journaliste camerounais qui essaye de dire qu'en 42 ans de pouvoir au Cameroun, le président de la République n'a jamais accepté que les médias aillent lui poser ne fût-ce que 2 ou 3 questions. Et donc, à moi de lui dire, au regard de vos prestations journalistiques sur le territoire camerounais, quel genre de questions allez-vous poser à ce président qui se veut discret, qui est dans la manipulation des questions les plus hautes de la nation? Vous allez lui ramener les questions de tribalisme, vous allez exacerber, n'est-ce pas, toutes ces questions qui n'ont pas lieu d'être parce que les médias ont construit cet État, ce fait-là, ça devient un fait qu'il faut, parce que vous avez dit que son administration est tribaliste et tout. Donc il y a eu tout ce construit social-là qui, de mon point de vue, n'aide pas à ce que on continue d'avoir des citoyens éduqués. Donc c'est tout ça, et les médias doivent faire comme aux États-Unis, donner la parole aux candidats, organiser. C'est un média qui a pris sur lui d'organiser ce débat-là. Et pourquoi un média au Cameroun ne peut pas aider aux candidats à venir s'exprimer, à construire un cadre de travail? Ce n'est pas en 2 jours qu'on le fait. Ça peut prendre 1 an pour préparer tout ça. Et donc, comment est-ce que les médias s'organisent à raffermir le climat démocratique au niveau du Cameroun? Je pense que c'est aussi là toute la question. Éduquer l'opinion. Quelles recommandations feriez-vous aux décideurs africains pour se préparer à la prochaine administration américaine? La seule recommandation que moi je puisse faire ici, c'est de travailler pour l'émancipation totale du citoyen africain, de travailler pour l'émancipation totale du territoire africain, de travailler pour le développement du continent africain, pour que nous ne soyons plus niés au regard de discours trumpistes qui nient l'existence de l'Afrique, qui veut l'Afrique sans les Africains. Et je ne pense pas que vous, dirigeants africains, vous voyez le continent africain sans les Africains. Vous voyez peut-être vous travaillez à cela, je ne sais pas, mais si je dois vous raviser à cette posture qui voudrait que vous travaillez pour que l'Afrique
soit sans les Africains, je pense qu'on n'aura plus d'existence et l'entièreté des citoyens africains existants à l'heure actuelle seraient sans domicile fixe. Et je ne pense pas qu'un Africain sans domicile fixe est ce qu'il y a de mieux à voir. C'est donc le lieu pour moi de dire ici que travailler pour que nous ayons l'émancipation totale et je pense que tout ira pour le continent africain. C'est sur ces mots que s'achève cette émission de géopolitique. Il est à retenir que les élections présidentielles américaines sont des événements d'une importance capitale à l'échelle mondiale. Les résultats influencent non seulement les politiques intérieures américaines, mais aussi la géopolitique mondiale. À très bientôt.